Maître Joaquinito Maria Alogo d'Aobono. Bonsoir. Merci. Soyez le bienvenu, Maître. Vous êtes l'avocat de cette jeune femme qui, on est bien d'accord, se présente comme la compagne, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard. Alors, elle ne se présente pas. Elle est la compagne de Monsieur Cédric Jubilard, d'une part, et elle n'est pas l'ex-compagne parce qu'elle l'est toujours. Qui est cette jeune femme? Alors, écoutez, contrairement à ce que laisse entendre ou suggérer la défense, qu'elle serait une jeune femme à la recherche des strass et des paillettes, à la psyché tourmentée, c'est une jeune femme au destin manifestement contrarié. Si vous me permettez de ne pas dévoiler ici son intimité, puisqu'elle m'a interdit de le faire, mais en deux mots, elle a 31 ans, cette jeune femme, et lorsque elle saisit le cabinet, genou ployé, elle me dit « Maître, quoi faire ?» Parce que j'ai la lourdeur de confidence que j'ai reçue dans l'intimité du parloir. Que faire ? Nécessairement, comme avocat, j'ai de la sympathie pour cette histoire et je sais que c'est un destin funeste qu'a connu Delphine Jubilard. Alors, trois choses s'offraient, ou plutôt trois chemins s'offraient à ma cliente. D'abord, la possibilité de ne rien dire et au fond, avoir la peur de représailles, de proches ou non, la possibilité, celle de dire, mais de dire à quel prix? Au prix juridique de la complicité, parce qu'elle n'aurait pas dénoncé le crime dont elle a été destinataire par ses confidences. Et la troisième issue, et c'est d'ailleurs stratégiquement celle que judiciairement je lui ai conseillée, c'est celle de dire. Parce que seule la justice peut porter le fardeau qu'elle détient aujourd'hui. Comment se sont connus Cédric Jubilard et votre cliente? Ils se sont connus alors que Cédric Jubilard était en détention provisoire. Effectivement, et je dirais même un peu plus avant. La particularité de cette histoire, c'est que la nuit du 15 au 16 décembre, je crois que seuls les démons sont témoins et les enfers de Dante le sont aussi, lorsque Delphine Jubilard a été tuée ou assassinée par Cédric Jubilard. Peu après, celui-ci feignant ici et là de rechercher le corps avec les enquêteurs, il a commencé à se rapprocher de ma cliente par l'intermédiaire d'abord des réseaux sociaux et c'est tout naturellement que par des échanges épistolaires, ma cliente a été conduite à aller le rencontrer en détention. Mathias, au passage, c'est pas la première fois que cette jeune femme, âgée de 31 ans, dit avoir recueilli des confidences de Cédric Jubilard. Parce que dès 2021, en réalité, alors que, comme Maître vient de le rappeler, eh bien, cette jeune femme rencontre Cédric Jubilard via les réseaux sociaux et que ce dernier n'est pas encore en détention provisoire. Il y a des échanges entre eux, il y a, comment dirais-je, une relation naissante. Et effectivement, déjà à ce moment-là, Cédric Jubilard va se confier en formulant deux hypothèses quant à la disparition de Delphine. Soit l'hypothèse qu'elle ait effectivement été tuée, et d'ailleurs, il fait la précision suivante, il dit à cette jeune femme qu'on appellera Justine qu'il espère que Delphine n'a pas souffert, comme si à ce moment-là, comment dirais-je, eh bien, il estimait ne pas être le coupable des faits qui lui seront plus tard reprochés. Il fait l'autre hypothèse aussi, il dit à ce moment-là, en 2021, début de l'année 2021, eh bien, qu'elle est peut-être partie, qu'elle a peut-être disparu volontairement. Voilà qui contraste déjà avec ces nouvelles confidences plus récentes de Cédric Jubilard, qui cette fois-ci manifestement explique avoir délibérément tué sa compagne. Votre cliente, Maître, avait déjà été entendue par les enquêteurs à cet égard au début de l'année 2021. Elle avait dit ce que je viens de dire, mais elle avait aussi expliqué que la relation naissante n'était pas franchement très agréable pour elle, pardonnez-moi. Elle disait Cédric Jubilard est capable de mensonges très régulièrement, est manipulateur. Elle posait déjà ce diagnostic, entre guillemets, sur cet homme. Ils se séparent en 2021, se remettent ensemble plus tard, comment dirais-je, dans le cadre de la détention provisoire de Cédric Jubilard. Et puis, récemment, ces nouvelles confidences. Maître, quelque chose m'intrigue. Ces confidences auraient donc eu lieu dans un parloir, en prison. Et votre cliente assure que Cédric Jubilard est passé aux aveux auprès d'elle, a reconnu avoir tué son épouse Delphine et aurait simulé
une strangulation pour, en substance, lui expliquer ce qu'il a fait à Delphine Jubilard avant de la tuer. Aucun personnel Alors écoutez, de la prison, aucun surveillant n'est intervenu à ce moment-là. On parle d'un homme qui est accusé des faits les plus graves. mais absolument, et j'en veux pour preuve, cher monsieur, que lorsqu'ils sont dans l'intimité du parloir, je ne vous dirai pas ce qu'il s'est passé, étant ici tenu au secret dont je suis le gardien, mais dans l'intimité du parloir et de par les révélations que ma cliente a faites, nous savons qu'il lui a murmuré à l'oreille. D'abord, de quelle manière il a tué ou assassiné Delphine Jubilard, d'une part, mais il a aussi mimé, illustré, jusqu'à même se blesser ou peut-être même se cicatriser le bras. Ce sont, en tout cas, cet acte qui est posé dans les procès-verbaux a été acté. C'est que M. Cédric Jubilard a effectivement une blessure au bras. Ça, c'est l'une des premières observations. La deuxième observation, c'est que dans les murmures de ses confidences, je le disais tout à l'heure, ma cliente ne les a jamais sollicités. Elle ne les a jamais demandés. Elle en a été simplement la destinatrice. Mais elle ne saurait en être la gardienne. C'est pour cette raison, je l'indiquais par communiqué de presse, que ma cliente a souhaité se constituer partie civile pour espérer être entendue et j'espère par les magistrats, Madame le Président de la Cour d'assises, écoutée. A-t-elle un temps hésité à faire état de ses confidences Eh bien, Cédric Jubilard? Eh bien, écoutez, lorsque... vous savez, monsieur... Est-ce que vous la présentez, vous dites, voilà, elle est la compagne actuelle de Cédric Jubilard, dépositaire d'un secret mais manifestement, un petit peu lourd, monsieur, quoi. Manifestement, parce que l'amour corrompt. Et si vous me permettez d'être littéraire un instant, vous savez, il y avait dans les Saintes Écritures ce que disait Saint Pierre dans le livre des Actes. Je n'ai ni argent ni or, mais tout ce que j'ai, je vous le donne. Et aujourd'hui, ma cliente ne demande rien. La seule chose qu'elle demande à la justice, c'est de la libérer de ce fardeau. Elle ne demande rien d'autre que ça. Justement, la justice, Mathias, elle est intervenue cette semaine, en parallèle des révélations dans la presse oui. En particulier. Oui, parce qu'il y a eu une transmission entre les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse en charge de cette affaire et le parquet général de Toulouse, aussi en charge de cette affaire Jubilard. Une transmission du fameux PV de cet homme qui effectivement dit avoir lui-même reçu les confidences de cette jeune femme dont vous êtes l'avocat maître. Et désormais, ce PV va pouvoir être transmis à la présidente de la Cour d'assises du Tarn, qui a toute latitude désormais pour soit décider de rouvrir le dossier, d'entendre en bonne et due forme cette femme dans le cadre d'une audition, ou alors de décliner cette option-là et de privilégier peut-être le fait de la faire, citer comme témoin à l'occasion de cette audience. Et c'était une question que je voulais vous poser, maître. Est-ce qu'elle serait prête à venir renouveler son témoignage dans le cadre de ce procès qui s'annonce fin septembre? Eh bien, écoutez, cher monsieur, deux observations de qualité nécessairement subalternes. La première observation, c'est lorsque ma cliente a recueilli les confidences de monsieur Cédric Jubilard. Je me permets de préciser ici que jamais dans la série de confidences ou de révélations qui ont été portées par devant les plateaux de télévision, jamais nous n'avons atteint un tel degré de précision. Nous savons notamment que le corps se situe à 15 minutes ou à 15 kilomètres. Alors, à votre question, deuxième observation. Ma cliente, depuis le début de ce dossier, a souhaité uniquement être anonyme et préserver son anonymat. Et lorsque d'ailleurs elle a saisi mon cabinet, je suis normalement spécialiste de conseil aux États et de droit pénal international, je lui ai dit que la seule condition, c'est que nous restions dans l'ombre et dans l'effacement. Et lorsque nous avons vu hier la dépêche de mes confrères qui assurent la défense de M. Cédric Jubilard, grimant ou illustrant ma cliente en femme sulfureuse, à la psyché tourmentée et peut-être même la catin du prisonnier, il était naturel que d'abord elle réagisse
elle n'est pas à la recherche de lumière. Elle ne veut pas ni de strass ni de paillettes, mais elle veut être entendue. Et j'espère par la justice. Pourrait-elle être auditionnée par les enquêteurs, entendue par les enquêteurs elle l'a déjà été, avant le procès écoutez, en septembre? monsieur, de nouveau, pourrait-elle être de nouveau elle l'a déjà été, entendue. et j'aime dire ici que Après ce qui s'est passé cette semaine. L'une des parties civiles, à la suite des révélations, a déposé une demande d'acte supplémentaire afin que ma cliente puisse être entendue d'une part, et d'autre part, qu'il me soit permis de conclure en vous disant que monsieur le procureur général a tout de même, à l'issue de ces révélations, saisi madame le président de la cour d'assises. C'est que peut-être nous pouvons y prêter un peu de crédit. Donc ce que vous dites, c'est qu'elle ne serait pas prête à venir témoigner lors de l'audience? Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais vous avez raison de travestir mes propos. Ce que je dis, c'est que ma cliente souhaite être entendue, et je l'espère par la justice écoutée. Et peut-être, ce matin, je lisais l'abbé Dinoir du 17e qui nous disait que ce que taisent les lèvres est beaucoup plus sonore que ce qu'elles peuvent dire. Alors mes confrères peuvent parler, Cédric Jubilard peut se taire, mais ma cliente, elle, a dit ce que nécessairement il a essayé de taire. Elle est dans quel état d'esprit, elle, actuellement? Parce que c'est... Écoutez, elle a 31 ans. C'est une jeune femme dont la robe a traversé la vie de Cédric Jubilard. Elle ne savait pas, à l'époque où ils échangeaient de manière épistolaire, parce qu'elle le pensait innocent, qu'il s'avérait, après les révélations, naturellement être le meurtrier. Et donc, son état d'esprit, puisque vous avez une émission de grande écoute et qu'il ne me semble pas très convenable d'évoquer son intimité, j'aimerais dire que c'est une femme brisée et dont le préjudice moral est quand même palpable, parce qu'elle fuit la presse qui, par les assauts chaque matin et quotidien, désormais le cabinet est aussi contraint de répondre, et jamais elle ne souhaiterait que son identité soit dévoilée, peut-être au moment du procès. Est-ce que ce procès pourrait être retardé C'est vu de une ces hypothèse, révélations oui. et de ce témoignage surprise, entre guillemets? Oui, bien sûr, c'est une hypothèse, puisque deux avocats de la partie civile ont déjà émis le souhait de réclamer un supplément d'information, c'est-à-dire que le dossier soit finalement rouvert, que cette jeune femme soit auditionnée en bonne et due forme par les enquêteurs, et que ce PV d'audition soit versé à la procédure pour qu'il puisse être acté au débat lors de l'audience, c'est-à-dire pris en compte. Mais on va être en plein mois de juillet, en plein mois d'août. Cette audition n'interviendrait pas forcément dans les meilleurs délais. Ce serait une manœuvre, et c'est pas péjoratif de le dire, qui aurait forcément comme conséquence de retarder un petit peu la date de ce procès, sauf si, comment dirais-je, par une espèce de miracle, entre guillemets, tout pouvait concorder. Une audition de cette jeune femme, le fait qu'il soit transmis, cette audition, qu'elle soit transmise bien dans la procédure et que le procès puisse se tenir dans les meilleurs délais, c'est pas une hypothèse très probable à cette heure. Jacques Morel, cette affaire a 4 ans et demi, un peu plus de 4 ans et demi maintenant, et elle est singulière en ce qu'elle ne comporte ni corps, ni aveux officiels, si je puis dire, ni témoins, ni scène de crime. Jusqu'à présent, on n'est pas loin du crime parfait, je mets des guillemets, évidemment. Que vous inspire tout cela? Ça m'inspire comme toutes ces affaires judiciaires, si vous voulez, où on n'a pas de corps de victime, il n'y a pas d'éléments matériels très concordants, 3, comme vous le disiez, il n'y a pas de témoignages. Les gens qui sont envoyés comme ça devant une cour d'assises, si vous voulez, c'est quand même assez fragile pour l'accusation. Alors là, bon, c'est quand même un pan tout à fait nouveau qui tombe. Comme je m'étonne un peu des conditions du parloir. Comment dans un parloir, quand on est susceptible d'être accusé d'un crime, on peut attraper la personne qu'on visite, puisque dans le journal Le Parisien de ce matin, là, la jeune femme qui s'exprime dit qu'il lui a fait un étranglement et qu'elle a suffoqué et qu'elle pouvait plus respirer ni parler. C'est quand même étonnant, comme vous le faisiez remarquer, qu'il n'y ait pas des gardiens qui soient intervenus. Maître, d'ailleurs, pardonnez-moi, Jacques Morel, ils n'étaient que tous les deux dans cette pièce, une pièce non vitrée, enfin, ce parloir-là, ça ressemble à quoi pour que ceux qui nous regardent se figurent un peu les lieux? J'aimerais dire qu'il ne faut pas aller en prison.
Et accessoirement, le parloir, c'est une pièce petite, sans faire offense encore au secret. Ils étaient effectivement tous les deux, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est effectivement ce que ma cliente a révélé. Alors, je me permets de rebondir un instant sur ce que vous disiez, et c'est absolument extraordinaire parce que là est le principal argument de la défense. C'est manifestement de dire qu'au bout de 5 ans d'instruction, l'instruction étant désormais close, la Cour d'appel de Toulouse a indiqué qu'il y aurait un procès d'assises. À qui profite le crime? Et pourrais-je, parce que la présomption d'innocence est quand même une notion qui m'est sacrée, où est le corps? Jacques Morel. Oui, et donc, si vous voulez, les conditions de ce parloir paraissent un peu surréalistes. Bon, pour les enquêteurs, bien entendu, comme le dit votre spécialiste, il va se poser la question de la réaudition de cette jeune femme qui a déjà été entendue. Puis après, les magistrats devraient normalement, dans la foulée, procéder à une nouvelle audition de Jubilard, mais tout ça alors que c'est audiencé. Il paraît que ça paraît comme si le procès devrait être retardé et que peut-être des nouvelles investigations soient conduites. Mais On a quand même un suspect numéro 1 qui s'épanche. Particulièrement alors qu'il est derrière les barreaux. Oui, mais alors est-ce qu'il s'épanche, si vous voulez, pour faire pression sur cette Parfois jeune pour femme dire des choses contradictoires, avec oui, quelques mois, voire pas. quelques années d'écart. Mais parce qu'en même temps, les enquêteurs comptent sans doute là-dessus aussi. L'enquête, c'est long, ça évolue, et l'état d'esprit, le tempérament de quelqu'un qui est enfermé évolue sans doute lui aussi. Vous êtes ancien patron de la section de recherche de Versailles, j'imagine que c'est quelque chose qu'on a en tête quand même, quand on espère obtenir des aveux, la vérité. Tout à fait, mais là on est, si vous voulez, face à un individu, c'est un toxico. Hein. D'ailleurs, dans l'article de vos confrères du Parisien, la jeune femme, ils lui font dire, les journalistes, que depuis 3 semaines, 1 mois, elle a décidé d'arrêter sa relation avec lui parce qu'elle aurait compris qu'en fait, il s'intéressait à elle pour lui porter des stupéfiants en prison. Enfin, c'est la fin de l'audition. Se parle-t-il encore? Alors écoutez, là encore, je vous indiquais que l'amour corrompait. Et c'est d'ailleurs l'amour et l'amitié qui nous permettent, petits, de cacher derrière notre dos des chocolats et plus grands, aider éventuellement à cacher un cadavre. Sur un sujet... C'est ce que je disais, éventuellement plus grand, à aider à cacher un cadavre. Et lorsqu'elle a reçu ses confidences, je l'indiquais tout à l'heure, corrompue par son amour, elle avait 3 options. D'abord se taire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils se parlent encore? Mais monsieur, est-ce qu'ils échangent encore? Lorsqu'elle a reçu ses confidences, d'abord il fallait, parce qu'amoureuse, le temps qu'elle encaisse le choc. Et de par ailleurs, lorsqu'elle a saisi le cabinet, je lui ai enjoint, sans faire offense au secret, de ne plus se rendre dans le parloir.